Bon, est-ce qu'il reste une petite place pour ma tête là-dedans? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci a été un mois incroyable, j'ai eu un peu plus de temps pour jouer aux jeux. Donc on se retrouve dans le nouveau Café des jeux, je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Et je peux vous dire que je me suis pris des claques ludiques, c'était incroyable. Il va y avoir de la lunette d'or, je pense, peut-être de la lunette d'argent et de la lunette de bronze, peut-être. On va voir quel jeu aura quelle lunette. Je vous donne à chaque fois ma note à moi. Voilà, ce n'est que mon simple avis, voilà. J'essaye d'être pertinent selon mon expérience. Et au pire, vous avez la note de Board Game Geek, c'est la moyenne des joueurs. Les joueurs qui ont aussi laissé leur note sur tous ces jeux. On va aller voir, il y aura des jeux joués en solo, les grosses boîtes, et des jeux d'ambiance aussi. Et oui, donc allez c'est parti, on va commencer ce café des jeux, et nous allons commencer par les jeux joués en solo. Hop, du coup je vous mets le petit truc. C'était incroyable ce mois-ci, regardez-moi tous ces beaux jeux, waouh. Voilà, magnifique. Tous des jeux que j'ai achetés, garantis, sans aucune boîte presse. On va commencer par Wondrous Creature. Pouaf, magnifique jeu. Alors, Wondrous Creature, un jeu de placement d'ouvriers avec des cartes un peu initié, expert, voilà, faut aimer ce genre de jeu. Mais même si vous aimez pas, vous allez voir dans mon avis que le jeu est plutôt quand même cool. Donc il est noté par les joueurs 8,1 sur 10. Les notes au-dessus de 8, c'est des très bonnes notes. Donc 8,1 par les joueurs sur ce Wondrous Creature. Je vais enlever les lunettes pour pas qu'on croie que j'ai déjà mis des lunettes. Alors, Wondrous Creature, il y a eu une grosse hype, bien sûr, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de hype, mais beaucoup de gens en ont parlé. Regardez-moi cette boîte magnifique. Voilà. Beaucoup de gens en ont parlé. Franchement, j'avais hésité à le prendre parce que, bon, c'est pas trop mon style de jeu d'habitude, mais je me suis dit, est-ce que je pourrais aimer ce genre de jeu? On va essayer du coup. Je l'ai pris et j'ai essayé. Attention, hein, ça c'est mon avis en solo. Donc moi en solo, je trouve que ça marche très bien, puisqu'en solo, vous allez jouer contre un automa qui va placer deux petites créatures sur la carte et qui va vous embêter. Vous en aurez 3 avec votre capitaine. Et puis vous allez essayer de choper des créatures pour remplir des objectifs, gagner des points et avoir le plus de points. Donc faut aimer ce genre de jeu parce qu'en fait c'est une course au point. Hein. C'est une course au point, c'est-à-dire que faut avoir le plus de points possible. Il y a plein de manières de gagner des points, les cartes, les trophées. D'ailleurs, les trophées qui rapportent 3 points. Quand vous réalisez un objectif qui vous donne aussi des points, vous pouvez aussi en gagner sur la map, etc. Vous avez plusieurs manières de gagner des points. Et finalement, quelle va être ma note à moi que je mets à Wondrous Creature? Pour moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Bravo pour ce jeu. Il est super cool. Il va rester dans ma ludothèque. Et je pense que je prendrai les extensions quand elles sortiront. Donc moi, j'ai mis 8,5. J'augmente encore sa note. Si vous avez déjà le jeu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors attention, j'ai juste envie de vous dire que moi, je suis justement un joueur qui a très peu de ce style de jeu dans ma ludothèque. J'ai Flamecraft, voilà. J'ai peut-être Mido, où tu peux aussi aller chercher des animaux pour faire ton tableau. Mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui a une ludothèque avec très peu de jeux de ce style, eh ben, c'est un jeu qui peut compléter votre ludothèque. Si vous êtes un genre de joueur expert qui a déjà des jeux assez experts, placement d'ouvriers, vous avez du Everdell, vous avez du Ark Nova, vous avez déjà tout ce genre de jeu dans votre ludothèque, effectivement, ça sera peut-être pas un jeu qui vous sera utile parce que vous avez déjà ce genre de jeu et vous allez vous dire bon, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à mes autres jeux? Dans ce cas-là, peut-être que vous n'allez pas forcément avoir besoin de ce jeu et que vous allez vous dire quel est l'intérêt de ce jeu si j'ai déjà ces autres genres de jeux. Ça fera peut-être redondant et ça apportera peut-être rien de nouveau. Mais si comme moi, vous êtes quelqu'un qui avait
Moi, j'ai beaucoup de donjon crawler, de jeux d'aventure, de tower defense. J'ai très peu de styles de jeux comme ça, donc ça apporte un bon jeu à ma ludothèque dans ce style. Et là, c'est intéressant. Et en plus, moi, j'aime beaucoup ce thème, le thème qui est très fort avec les créatures, etc. Et moi, j'aime beaucoup ce thème, et c'est aussi pour ça que j'ai craqué pour ce jeu. Donc, le jeu marche bien. Il marche bien en solo, il est très plaisant, le thème est super, c'est pour ça que je vais augmenter sa note. Il est peut-être un peu long en solo, bah quoi quand en solo, vous mettez quand même des parties de 2 heures. Si vous jouez très vite, vous pouvez même faire des parties d'1 heure, et apparemment à 3 il est très bien aussi, et vous pouvez faire des parties de 2 heures à 3 avec des joueurs confirmés. Maintenant, dans vos premières parties, si vous n'êtes pas joueur confirmé, le jeu va être long en durée parce que vous ne connaîtrez pas les pouvoirs des créatures, et du coup vous allez à chaque fois devoir lire et faire des choix sur les créatures que vous allez devoir choisir, donc ça va mettre un certain temps avant de pouvoir vous décider. Également, j'ai apprécié ce côté avec les personnages asymétriques, parce que finalement c'est quelque chose qu'on retrouve dans les donjons de crawler, dans les tower defense, d'avoir des personnages avec des capacités différentes. Et là on est dans un placement d'ouvriers, et en fait on retrouve la même chose avec ces personnages qui ont des capacités différentes. Bon, ils ont une seule ou deux capacités différentes, mais ça suffit à donner un peu de différence entre les persos, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des jeux comme vous voyez derrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est cool aussi. Et je sais que même dans les extensions, je crois que les créatures pourront donner des pouvoirs aussi. Vos petites créatures que vous emmenez sur la map vous donneront des pouvoirs avec les extensions, il me semble. Donc voilà, bon petit jeu Wondrous Creature, et je lui offre la lunette d'or pour Wondrous Creature. Et voilà, premier jeu de ce café des jeux à obtenir une lunette d'or. Bravo Wondrous, c'est la classe. Allez, on continue et on va aller attaquer, regardez le jeu derrière, Senjutsu, un jeu de samouraï, bataille pour le Japon, chez Matago. On efface la note, et là c'est toujours en solo que j'y ai joué. Il est noté Senjutsu par les joueurs 7,3. Donc là on descend la note. Il me semble qu'il était en Kickstarter, et je me demande s'il n'y avait pas eu des retards, etc. et des gens qui ont été déçus du Kickstarter, donc qui ont mis des mauvaises notes. Moi j'ai pas fait le Kickstarter, j'ai acheté le jeu en solde en début janvier. Il était à moins de 40 € au lieu de 60, donc c'était une bonne petite promo pour un jeu qui est quand même avec du matos plutôt pas mal, parce que regardez, on a des figurines carrément pour les 4 héros, et aussi on a des figurines pour le décor. Vous voyez, vous avez carrément un petit décor, et bah voilà, vous avez beaucoup de cartes, vous avez des plateaux pour jouer, et c'est un jeu d'affrontement à la base fait pour du 1 contre 1, mais en solo, vous avez une campagne de 10 missions. Vous avez 6 missions avec le Ronin, et 4 missions en duo avec le Ronin et l'autre avec son épée. Ouais, c'est lui. Voilà. Donc en solo, vous pouvez jouer 2 persos, ou alors vous pouvez jouer en duo avec un pote, et vous avez ces 10 missions, les missions qui durent à peu près 1 heure par mission. Et j'ai beaucoup apprécié Senjutsu, plus que je ne le pensais, parce que au vu de ses notes et de ses avis un peu mitigés, j'avais un peu peur. Et au niveau des règles notamment, on m'avait dit que les règles étaient pas très bien faites. En vrai, j'ai plutôt bien compris les règles, j'ai pas trop eu de soucis. C'est surtout au niveau de l'intelligence artificielle des ennemis, on va dire. C'est un peu particulier ce système où, est-ce qu'on voit la carte ici? Il y a une carte, non, elle est pas mise parce que là il joue pas en solo. Mais vous avez une carte qui va vous dire, ah, votre adversaire va vous attaquer de front, de droite ou de gauche. Donc c'est à vous de vous dire, ah ok, il va passer par la gauche, des fois dans le dos. Bon, en gros, il faut que vous jouez l'adversaire comme s'il va vous faire les pires choses possibles pour vous. Forcément, si vous faites des choses qui vous arrangent vous, ça va être plus facile. Mais il faut vraiment faire en sorte que l'adversaire est vraiment intelligent, et à ce moment-là, le jeu est plutôt difficile finalement à gagner, parce que j'ai perdu pas mal de parties pendant la partie.
Qu'est-ce que j'aime dans Senjutsu? Qu'est-ce que j'aime pas? Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, vous allez avoir 5 cartes, plus une au début de tour, donc 6 cartes pour jouer. Vous allez avoir des attaques, vous allez avoir des déplacements, vous allez avoir des défenses, vous allez avoir de la méditation pour changer votre comportement, et en fonction de votre comportement, vous allez avoir des nouveaux bonus à débloquer sur vos cartes. J'aime bien ce système de cartes où, en plus, tu vas jouer ta carte et tu vas comparer l'initiative de chacun et voir qui commence. Alors, finalement, c'est pas un jeu de dés, mais il y a quand même du hasard avec les cartes parce que tu sais pas qui va avoir la meilleure initiative. Forcément, si tu joues une grosse initiative de 7 ou 8, tu sais que tu vas à peu près commencer à jouer. Si tu joues une petite initiative de 2 ou 3, tu sais que tu vas être plutôt en dernier, donc même s'il y a du hasard, tu sais forcément, si tu joues un gros chiffre, tu vas sûrement commencer à jouer. Mais quand tu joues une attaque, tu sais pas si ton adversaire va jouer une défense ou une attaque ou autre chose, t'en sais rien. Donc il y a ce aléatoire de tu ne sais pas. Ce que je regrette justement, c'est quand moi je jouais mes cartes de défense, très souvent l'adversaire, je sais pas pourquoi, mais il jouait aussi des cartes de défense, donc en fait il se passait quasiment rien. Des fois, dans les cartes de défense, il y a aussi des déplacements. Donc, même si tu te défends, tu vas pouvoir quand même peut-être te déplacer ou changer de couleur. Mais, ben voilà, tu sais pas trop, est-ce que je joue des attaques, est-ce que je joue des défenses? C'est cet aléatoire de pas savoir ce qui va se passer. Donc, même s'il n'y a pas de dés, ça reste quand même aléatoire au niveau des cartes. Et parfois, très souvent, si tu as une défense ou une attaque, tu te dis, bon, ma défense va peut-être foirer, parce que non seulement il faut que l'autre il t'attaque, il faut qu'il t'attaque au bon endroit, et avec la même initiative de ta défense. Donc, tu vas plutôt privilégier l'attaque très souvent et te dire, bon, je vais attaquer plutôt que défendre. Et des fois, tu vas quand même perdre ta partie parce que t'as pas tant de vie que ça, t'as que 5 points de vie. Des fois, tu es à 1 contre 3, etc. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié le jeu parce que dans l'aventure du jeu, eh bien, vous avez une aventure qui est assez épique en fait. De temps en temps, vous allez affronter des gardes, etc. Mais des fois, vous allez vous retrouver contre un boss en 1 contre 1, dans les flammes et tout. Et il y a vraiment un aspect que vous faites dans votre tête qui est limite un peu cinématographique. Vous te dites, ouais, voilà, je suis en 1 contre 1 dans les flammes contre un adversaire et tout, c'est trop bien. Et franchement, j'ai vraiment apprécié, j'ai été surpris par la campagne. Je regrette quand même que dans la campagne, il n'y ait pas tant de, il y ait pas tant de décors que ça. Il y a certains lieux dans la campagne où il n'y a même pas un seul décor. Je me dis, c'est con, quoi. Ils auraient pu mettre des bambous, des cailloux en plein milieu. Il y en a dans quelques-uns. Mais parce qu'en fait, il y a un système de poussée dans le jeu où si tu pousses tes adversaires sur certains éléments de décor, ça va leur faire des choses différentes. Par exemple, si vous le poussez dans une petite brouette en flamme, il va perdre 1 point de vie, il va être étourdi. Dans les bambous, il va être étourdi et il va être, comment on dit, il va se prendre un truc en plus, etc. Donc en fonction de là où vous le poussez les gens, il va se passer des choses différentes et la poussée est presque aussi importante que faire des dégâts de temps en temps. Voilà, après il y a beaucoup de cartes sur la table au bout d'un moment parce que vous avez les cartes des ennemis, vos cartes à vous, les cartes de blessure, les machins, les trucs. Mais j'ai vraiment apprécié Senjutsu. Franchement, j'ai presque envie de me prendre une extension avec un perso en plus, mais vu que la campagne en solo, vous jouez que ces 2 persos, voilà, après, je pense on peut très bien essayer peut-être de jouer avec d'autres persos et de se faire son propre deck. Ouais, voilà, il y a un petit défaut, c'est la mise en place, en tout cas en solo, entre chaque partie, vous devez mettre en place les decks des ennemis et votre deck à vous, parce qu'ils vous disent les cartes à choisir dans votre deck. Donc, voilà, en début de partie, vous devez prendre 10 minutes à faire le deck des ennemis, votre deck à vous, donc ça c'est un peu chiant, mais bon, il faut le faire pour pouvoir ensuite jouer. Et d'ailleurs, dans une mission, il y a un errata avec un problème. À un moment, je trouvais pas. Je me dis, ils ont mis le même deck pour ce personnage et ce personnage. Et en fait, je suis allé voir sur Board Game Geek justement, et en fait, il y avait un problème. C'était pas les bonnes cartes qu'ils avaient mis. Donc, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur Senjutsu si ça vous intéresse, parce qu'il y a un errata à un moment. Mais voilà, ma note à moi pour Senjutsu, j'ai bien aimé le jeu, je le garde aussi, donc je vais lui mettre un 8. Il n'aura pas aussi du 8 parce qu'il y a quand même pas mal d'aléatoires, le jeu est difficile,
souvent on attaque plus qu'on se défend, donc il y a quand même une certaine limite au jeu et effectivement, au niveau des règles au début, vous allez pas apprendre le jeu d'un coup, quoi. Il va vous falloir 1 ou 2 missions avant de comprendre le jeu et comprendre comment ça se joue. Mais une fois que vous avez compris, bah voilà, c'est simple, hein, vous piochez une carte, vous choisissez une carte, vous comparez l'initiative et chacun joue en fonction de son initiative et puis voilà quoi, tout simplement. Mais franchement, le kiff, en plus avec les figurines peintes et tout, c'est trop stylé, vous avez même un petit arbre dans la boîte pour jouer et tout. Donc voilà, je lui mets un 8 et je vais lui donner aussi une lunette d'or. Eh oui, je lui donne une lunette d'or parce que moi j'ai bien aimé et surtout que j'adore les univers un peu japonais comme ça, médiéval fantastique. Donc comme pour Wondrous Creature, ben ce sont 2 thèmes que j'aime bien et bah c'est aussi pour ça que j'ai acheté les jeux quoi. Ce sont des thèmes que j'aime bien. Voilà pour Senjutsu, bataille pour le Japon. Je lui ai mis un petit 8, je vais augmenter sa note. J'aurais bien aimé une campagne en plus, on va dire, avec un autre perso. Pourquoi pas une extension, ce serait cool. On passe au prochain jeu, les amis, qui est derrière. Regardez-moi ce gros jeu de bourrin Toulouse Death Medaille. La peur de l'inconnu. Une version standalone, donc qui peut se jouer toute seule. Parce qu'il y avait déjà eu le premier Cthulhu Death Medaille. Ensuite, il y a eu plusieurs extensions. Et ensuite, ils nous ont ressorti celui-là en saison 3. Voilà, il y a aussi une extension saison 4, il paraît, qui est très sympa. Celui-ci est noté 8,8. Vous voyez la note des joueurs, c'est quand même une note incroyable, il touche presque le 9. Le jeu est très apprécié par les joueurs. Et franchement, je comprends pourquoi. Franchement, il m'a mis une claque, ce jeu, il est incroyable en fait. Il est cher, merde, je l'ai rangé dans le mauvais sens. Il est cher, mais qu'est-ce que c'est trop bien en fait. Oh, punaise, j'ai peur que tout dans la boîte se pète la gueule. Parce que je peux vous dire que la boîte, une fois que vous avez tout dedans, pour la fermer, il faut bien ranger ces éléments pour que ça se ferme. Sinon, vous allez avoir du mal à le fermer. Je sais pas si je peux vous montrer l'intérieur de la boîte, mais franchement, avec tout ce qu'il y a dedans, si vous pouvez pas mettre une extension dedans, tellement il y a de choses dedans. Hop. Paf, regardez, ça rentre tout juste. Faut bien ranger. Donc, livret de règles, plateau. Regardez comment j'ai rangé. Là, c'est les tuiles. Faut vraiment ranger les tuiles les unes par-dessus les autres. Et derrière, vous avez les figurines, les trucs et tout. Mais regardez le matos incroyable avec des jolies tuiles. Vous avez plein de figurines. Donc, moi, j'ai tout peint mes figurines. Voilà, vous pouvez trouver une partie sur la chaîne. Il y en a même 2 ou 3, je sais plus. Et ben je me suis pris une claque par Cthulhu Death Medaille parce que c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien de vivre des aventures comme ça. Vous avez 6 missions dans la boîte de base. Donc vous voyez, en fait, au final, vous avez moins de missions que dans un Senjutsu par rapport, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu plus complet, vous voyez. Parce que dans Senjutsu, par exemple, c'est des petites missions d'1 heure, ça passe assez vite. Là, dans Toulouse Death Medaille, vous avez 6 missions, mais c'est des missions qui vont durer quand même 2 heures, donc c'est grosses missions. Et en plus, pour chaque mission, vous pouvez prendre un boss différent. Vous avez 2 boss dans la boîte, des grands anciens. Du coup, ça vous change quand même votre façon de jouer une mission, puisque selon le boss, bah, vous n'allez pas avoir les mêmes créatures qui vont vous attaquer, puisque chaque boss a 2 créatures avec lui, et il y a une façon de tuer le boss, et le boss va vous faire des effets négatifs en fonction de ses pouvoirs. Par exemple, vous avez la grosse grenouille là, Tatsuoga, qui va vous mettre des yeux dans votre stress, et ça va vous bloquer votre stress, alors que l'autre, il va plutôt booster les créatures pour qu'elles deviennent plus fortes. Par contre, le jeu est très difficile, là aussi, on est sur un jeu très difficile. En vrai, tous les jeux solo que j'ai joués étaient très difficiles, j'ai eu des défaites dans chacun des jeux.
Alors je sais pas si je suis nul, mais j'aime bien les jeux difficiles parce que ça me donne du challenge et ça me donne envie de rejouer au jeu pour essayer de réussir. J'aime pas les jeux qui sont trop faciles et tu réussis trop facilement et après t'es blasé. Et puis voilà, enfin regardez l'univers incroyable avec cette huile, ces créatures, etc. Vous avez aussi dans cette version une possibilité d'ajouter 1 ou 2 monstres en plus à la partie. Franchement, pourquoi avoir mis ça? Parce que sans ces monstres, c'est déjà assez difficile. Si vous les ajoutez, vous êtes vraiment en mode hardcore, vous avez aucune chance de gagner. Et en plus, ils donnent du boost au boss parce qu'ils ont un effet de fin de tour qui au boss, quoi. Donc, je sais pas. Peut-être ils auraient pu, on aurait pu peut-être genre remplacer ces monstres-là plutôt que les monstres de lui, plutôt que les ajouter en plus. Parce que pour pouvoir mettre les monstres que vous voulez, quoi. Mais sinon, ça fait vraiment trop de monstres, c'est vraiment trop dur. Les missions sont vraiment cool parce que c'est pas un jeu à campagne, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, mais c'est cool de quand même de découvrir petit à petit. Et je trouve que les missions sont vraiment différentes les unes des autres et elles apportent pas mal de choses. Dans la première, vous allez devoir emmener des jurés pour les convaincre et tout. La première, j'ai pas trop aimé. Dans la deuxième, vous avez des portes fermées, il faut tuer des cultistes pour récupérer des clés pour ouvrir les portes. Dans la troisième, c'était quoi? Ah ouais, il y avait des tombes, il fallait récupérer des os pour aller mettre dans les tombes et tout. Enfin, je trouve que les différentes missions sont trop cool, on a à chaque fois envie de découvrir les prochaines missions, mais c'est un jeu difficile et fatigant, et on va en parler avec aussi avec Oltré, mais ce sont des jeux où vous êtes submergé par les créatures qui continuent d'apparaître, et vous avez l'impression que vous passez votre temps à avoir des problèmes. Et dans Oltré, c'est pareil. Vous passez votre temps à avoir des problèmes, donc faut aimer ce genre de jeu où vous arrive tout le temps des trucs qui vous emmerdent. Voilà, des créatures qui arrivent, et votre personnage a un souci, il a une malédiction, il devient fou, vous avez encore un problème par-ci, vous perdez un point de vie, vous dites « Oh, c'est le bordel et tout ». Mais franchement, c'est ce genre de jeu où vous dites « Punaise, si on y arrive, franchement, si on y arrive ». Et dans ma partie filmée, j'ai perdu contre le boss, il lui restait plus qu'un point de vie, je suis mort, j'étais trop deg, mais je me suis dit ça s'est joué à ça et ça fait des missions épiques en fait. Et puis chaque personnage a 3 capacités, une capacité qui lui est propre et 2 autres capacités qui peuvent se retrouver dans d'autres personnages. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez augmenter votre folie, vous allez débloquer des capacités et améliorer vos capacités. Et donc, chaque personnage est un peu asymétrique à ses pouvoirs. Vous allez en plus avoir des reliques qui vous donnent une capacité. Mais finalement, pour moi, c'est un des défauts du jeu, c'est qu'en fait, il commence à y avoir beaucoup de choses à retenir entre vos capacités à vous, surtout si vous jouez en solo plusieurs personnages. Là, vous allez avoir trop de choses à retenir. Les capacités, les objets que vous allez débloquer, la relique, les choses qui se passent à la fin de tour pour les ennemis, pour chaque ennemi qui ont des pouvoirs, le boss, etc. Ça commence à faire beaucoup de choses et forcément vous allez oublier des trucs pendant votre partie et au bout d'un moment vous allez dire merde, j'ai oublié que j'avais cette capacité-là, j'ai oublié que j'avais cet objet-là. Si j'avais utilisé mon objet-là, j'aurais pu gagner la partie mais je l'ai oublié. Et encore plus quand moi je filme une partie, souvent je suis concentré à regarder la caméra, donc des fois j'oublie des trucs. Bah forcément j'ai dû oublier des trucs. Et c'est peut-être le défaut, c'est que au bout d'un moment vous avez tellement d'informations à retenir. Donc je pense que jouer un seul personnage avec des potes, c'est cool parce que vous retenez seulement les informations de votre gars. Donc là c'est cool. Donc voilà, un jeu cher, mais en plus les figurines sont super détaillées. Je pense que j'avais pas d'autres jeux Simone actuellement. J'avais le premier Zombicide de 2012 et on voit l'évolution des figurines. Maintenant, ils font des figurines hyper détaillées, etc. Dommage aussi, un errata, 2 errata sur ce boss. Allez voir ma partie en solo parce que il y a 2 errata sur ce boss. Sur sa fiche, il y a un problème de traduction. À un moment, un problème pas très grave où ils se sont trompés de nom, et un autre problème où ils vous disent pas que vous pouvez vous soigner pour enlever les yeux sur votre fiche. Bon bah les gens qui jouent sans, bon courage. Donc voilà pour Toulouse Desmenai, je vais lui mettre ma note, et
je pense que on peut arrondir le tout pour caler un 9. Pour Toulouse Death Médaille, allez, un petit 9. Incroyable jeu qui va rester dans la ludothèque et j'ai trop envie d'y rejouer. Maintenant, voilà, c'est des parties assez longues et fatigantes. Hein. C'est des parties longues et fatigantes. À la fin d'une partie, vous êtes rincé, franchement. Vous êtes rincé et vous savez que vous avez 90% de chance de mourir. Et c'est la médaille d'or pour Toulouse Death Médaille, bien sûr. Là, on enchaîne les lunettes d'or. Les lunettes d'or, ça y va là pour les 3 jeux pour l'instant. Je vous dis, j'ai pris une claque ludique ce mois-ci. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à tous mes petits jeux là. C'était incroyable. N'hésitez pas à me dire si vous avez le jeu et ce que vous en pensez. J'ai presque envie de prendre la saison 4, mais la boîte est aussi grosse et en plus il faut cumuler les 2 boîtes et ça devient un bordel, je pense. Une fois que vous avez plein de boîtes et plein d'extensions, là j'ai un jeu, une seule boîte, c'est très bien, ça va dans la ludothèque et quand je le ressors, bah voilà, je joue les persos. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à acheter toutes les extensions et en fait ils se retrouvent avec trop de personnages, trop de monstres, trop de trucs, et du coup, ils savent plus par quoi commencer, ils ont trop de trucs à faire, quoi. Dans un monde où on a beaucoup de jeux, c'est bien d'avoir un jeu et pas non plus trop de choses, et après, vous savez plus par où commencer. On continue par le dernier jeu en solo, c'est Oltré. Oltré que j'avais acheté en vente privée il y a 8 mois, j'avais pas eu le temps d'y jouer. En tout cas, à chaque fois, il y avait d'autres jeux qui passaient devant. Il y avait eu Dead Cells, etc. Et du coup, j'ai dit bon, allez, Oltré, il faut que là, j'ai un peu de temps. Ça y est, il faut que j'y joue. Et en plus, j'ai des extensions. Mince, j'ai rangé les boîtes. Mais j'ai les extensions, les chevaux et les zombies. D'ailleurs, si je peux vous conseiller une de deux, c'est plutôt les chevaux parce que les chevaux vont vous apporter monture et destrier. Des chevaux en plus, justement, avec des pouvoirs en plus et donner de la symétrie à vos personnages. Donc, c'est cool, alors que les morts vivants vont vous donner des cartes négatives à vos personnages. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir en plus des trucs négatifs, parce que bon on se retrouve comme dans un Toulouse Death Médaille à avoir que des trucs négatifs dans la partie. Donc, un peu de positif avec les chevaux, c'est plutôt cool. Oltré, il est noté avec une note de 7,5 par les joueurs. Et moi, je vais lui mettre ma note. Allez, je vous le mets direct. Et je vais lui mettre une note de 7,6. J'augmente sa note parce que j'ai bien aimé le jeu, mais je trouve que la note est assez équitable parce qu'en fait, c'est un jeu cool, très narratif, une sorte de tower defense. D'ailleurs, le matos, il est magnifique. Au niveau de la boîte, des illustrations, tout est magnifique. 2 à 4 joueurs, et pourtant vous pouvez jouer en solo en prenant plusieurs personnages. D'ailleurs, j'ai joué à 3 personnages, avec 4 personnages, avec 2 personnages, et finalement j'aime beaucoup jouer à 4 ou à 2. Donc essayez de jouer à 2 et essayez de jouer à 4 et vous verrez ce que vous préférez, mais franchement à 4 c'est pas mal parce que vous avez beaucoup de choses à faire sur cette petite map. Vous allez aller devoir chercher des ressources pour construire dans le fortin au milieu. Vous allez devoir résoudre des péripéties sur certaines zones, parce que vous avez 8 zones différentes, résoudre des problèmes avec des tests. Et pourquoi le jeu est noté en dessous de 8, et moi aussi je lui mets une note en dessous de 8, parce que c'est un jeu avec beaucoup d'aléatoires et avec des actions très basiques. Vos actions, c'est se déplacer, récolter une ressource, faire une péripétie. Donc vous vous retrouvez dans un jeu un peu comme Horrified, monstre grec par exemple, avec des actions très basiques, déplacement, collecter une ressource, voilà. Le plaisir de ce jeu que vous allez avoir, c'est toutes les cartes à lire, que ce soit les péripéties, les problèmes ou l'aventure, vous allez avoir des histoires. Et c'est dans ça que le plaisir du jeu vient. On est quasiment sur un livre dont vous êtes le héros ou un livre tout court en fait, parce que il y a beaucoup de choses à lire et des choses très intéressantes parce qu'on se retrouve dans une histoire en fait, dans le fortin, dans ces années-là un peu chevaleresques, un peu Game of Thrones, etc., avec des dragons, des elfes, des créatures, etc.
Il y a même des chiens éthiques. Et en fait, vous prenez du plaisir à découvrir les cartes. Et dans la boîte de base, vous avez que 6 missions, parce que final, une fois que vous avez fait les 6, votre jeu perd de l'intérêt, puisque ce jeu, le plaisir que vous allez éprouver en jouant ce jeu, c'est en découvrant les cartes. Donc une fois que vous avez découvert les cartes, vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a de la rejouabilité ce jeu? Pour moi, c'est non. Une fois que vous connaissez les cartes de votre jeu, ben vous allez vous lasser du jeu et vous allez le revendre en fait. Donc les extensions, c'est cool parce que chaque extension apporte 3 aventures en plus et des cartes en plus à rajouter là-dedans. Et donc vous vous retrouvez avec 12 aventures plus des cartes en plus, et là ça devient intéressant parce que vous avez un jeu super complet avec tous vos personnages, et il y a même 2 aventures goodies. Moi j'en ai reçu une parce que j'avais acheté l'extension des chevaux en précommande, j'avais eu le goodies. Par contre, j'avais pas le goodies des rats, c'est quand tu avais acheté ce jeu au début à sa sortie, et moi je l'ai pas acheté, je l'ai acheté en 2024. Donc il me manque une aventure en goodies. Et mais du coup, plus vous avez d'aventures, plus c'est cool parce que votre jeu devient complet. Mais pour moi, c'est un jeu avec une faible rejouabilité une fois que vous avez fait les aventures. Mais au final, j'ai envie de dire, Toulouse Death Medai, t'as 6 missions, Senjutsu, t'en as 10, c'est pareil en fait. Si vous avez fait les 6 missions de Toulouse Death Medai, vous avez découvert les missions, mais j'ai envie de dire avec Toulouse Death Medai, on a envie de les refaire ces missions. On a envie de les refaire avec un boss différent, avec des personnages différents, parce qu'on a quand même 10 personnages. Dans Oltré, une fois que vous avez fait une aventure, vous connaissez ce qui va se passer, et dans les cartes, des fois, vous avez des choix à faire, et du coup, si vous savez, vous dites, ah ouais, ce choix-là, c'était un bon choix, si je revis mon aventure, ah, je sais que ce choix-là, c'est un bon choix, un peu comme dans un unlock, en fait, avec des enquêtes, vous dites, bon, bah, du coup, je vais refaire ce choix. Donc, vous voyez que là, on est plus sur des aventures narratives, et c'est un peu comme vous avez vu une série, regardé un livre, ben, une fois que vous allez le refaire, vous savez, vous savez. Alors que dans Cthulhu, comme il y a beaucoup d'aléatoires, vous connaissez la mission, mais vous savez qu'il va pas se passer la même chose une fois que vous allez rejouer, quoi. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une carte au début avec des objectifs, et cette carte va vous dire 2 couleurs, et les couleurs, ça sera la couleur des péripéties. Vous voyez, vert, jaune, et il y en a plusieurs couleurs comme ça, et chaque péripétie sera différente selon leur couleur. Voilà, vous avez des péripéties de rencontres, de voyages, etc. Mais en tout cas, un vrai plaisir, le matériel, les illustrations, les histoires, etc. Le plaisir du jeu est là-dedans, franchement, mais vous voyez qu'il dépassera pas la 8 pour son côté aléatoire. Beaucoup de dés, vous lancez des dés pour savoir ce qui va se passer, aventure, péripéties, problèmes, événements, pour savoir tous les tests que vous allez faire, que vous fassiez du combat, du voyage, etc. Vous lancez des dés pour avoir des résultats. Et c'est pas toujours facile de faire des réussites. Ça m'est arrivé là de faire que des ratés et de me dire merde. Vous pouvez manger un pain pour relancer un dé, mais ça reste très faible puisque c'est très dur d'avoir du pain. Souvent, vous allez faire une action pour vous reposer, pour récupérer du pain. Et vos personnages ont un pouvoir, mais un pouvoir qui est pas toujours utile. Ça m'est arrivé de faire toute une partie sans utiliser le pouvoir d'un personnage, à l'inverse d'un Cthulhu Death Medai, où vos personnages ont 3 pouvoirs, plus ils peuvent débloquer encore plein d'autres pouvoirs, plus ils ont des objets, plus ils ont une relique. Là, non, vous avez qu'un pouvoir. Par contre, avec l'extension des chevaux, vous pouvez avoir un pouvoir en plus sur vos chevaux. Donc peut-être le manque de pouvoir des personnages, le manque d'effets pour pouvoir relancer des dés. Dans un Cthulhu Death Medai, vous avez pas mal de choses pour relancer des dés. Vous avez 5 stress, donc vous pouvez relancer 5 fois les dés si vous voulez, en gérant votre stress. Et vous pouvez en plus augmenter votre folie pour avoir plus de dés. Et là, vous pouvez construire des choses, construire des trucs pour avoir plus de dés, mais vous avez qu'une seule manière de relancer un dé, soit en mangeant un pain, soit avec les chevaux, certains chevaux, mais
c'est que dans l'extension, donc si vous n'avez pas l'extension, vous n'avez pas ce choix-là. Et c'est pas facile d'avoir les chevaux parce qu'il faut construire d'abord, donc aller chercher les ressources pour construire l'écurie Arras, et ensuite faire une action pour avoir un cheval aléatoire. Donc bon, voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé Oltré. C'était un bon petit jeu. J'aimerais bien y rejouer en multijoueur aussi. Là, j'y ai joué en solo. C'était cool. Après, en solo, j'aime bien parce que je peux lire tranquillement les cartes. Je sais pas si en multi, les gens liraient... En tout cas, en multi, je sais que tu dois lire pour l'autre personne. Donc comme ça, il est obligé de lire pour toi. Et du coup, toi, tu fais tes choix. Mais voilà, je vais lui mettre une lunette d'argent. Une lunette d'argent avec les extensions. Voilà, si vous avez le jeu et les extensions, je le recommanderais pas si vous l'achetez au prix fort. Si vous achetez le jeu 60 € avec les extensions à 30 €, vous êtes quasiment sur un jeu complet à 100 €. Ça vaut pas le coup, franchement, pour 100 €. Par contre, si vous le trouvez en occasion à 30 € avec les extensions et vous en sortez pour 40-50 € en total, là, ça vaut le coup à ce prix-là, quoi. Donc à moitié prix, le jeu vaut le coup. À prix fort, je vous dirais, n'allez pas dessus. Vous allez peut-être être dessus pour le prix que vous allez payer. À 100 €, achetez plutôt que tout le Death Medaille qui est incroyable. À Oltré, si vous pouvez l'avoir 50 € avec l'extension, là, ça vaut le coup. Voilà. Voilà pour Oltré. Médaille d'argent pour Oltré. On continue et du coup, on a fini avec les jeux solo, les amis, et on passe aux jeux d'ambiance. Allez, c'est parti. Hop. Les jeux d'ambiance, tac. Et alors, à quoi j'ai joué en jeu d'ambiance? Et on a joué à Link City. Link City. J'en entendais beaucoup de bien, donc j'ai fini par le prendre. Il est noté 7,1 par les joueurs. Et moi, je lui ai mis une note... Je suis allé cash, là. Je lui ai mis une note de 8. Allez, hop. Parce que ça marche bien avec les gens, en fait. Et c'est un jeu en coopération, donc on est tous ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir un jeu en coopération. Les gens aiment bien. Et puis vous allez devoir construire votre ville, tout simplement. Il va y avoir un maire qui est derrière son petit paravent. Et vous avez une ville, c'est trop marrant parce que les tuiles, ça représente plein de trucs de la ville. Ça peut être une école, une piscine, un hôpital, un casino, mais il y a plein de trucs. Il y a Pôle emploi, il y a un bar tabac, il y a une prison, il y a une antenne 5G, etc. Le maire, il a 3 plots. L'adjoint du maire, il va poser des plots, paf, paf, paf. Et le maire va devoir, avec les 3 tuiles qu'il a pioché au hasard, se dire, bon, j'ai un parc. Est-ce que je me mets mon parc à côté d'un hôpital et d'une école, ou plutôt à côté d'une banque et d'un casino, ou plutôt à côté d'une piscine et d'une ambassade des extraterrestres? Pareil pour mon cirque et ma prison. Est-ce que je mets mon prison à côté d'une école et d'un hôpital? Non, je pense pas, quoi, tu vois. Donc, il y a un côté logique. Tu vas forcément placer tes trucs dans une logique, mais finalement, il faut penser comme le maire, parce qu'on n'a pas tous la même logique. Moi, peut-être que je vais mettre une prison à côté d'un ambassade des extraterrestres pour me dire, bon bah voilà, les extraterrestres, on va les envoyer en prison. Peut-être que quelqu'un va se dire, bah moi, ma prison, je la mets à côté d'une banque, parce que les prisonniers, ils ont volé une banque, ils se retrouvent en prison ici. Donc, il faut penser comme le maire. Ça me fait penser au jeu Les gens qui. J'ai un autre jeu, Les gens qui, où il y avait trois événements et la personne disait ce qu'il aimait ou pas et les autres devaient deviner comment il pensait lui. Bah là, c'est pareil. Et puis, si vous avez bon, bah vous pouvez mettre les trucs. Si vous avez faux, vous les mettez, mais en diagonale, puisque le but, c'est de faire des petits arbres en collant vos tuiles. Et à la fin, vous comptez les points. C'est peut-être le regret que j'ai sur ce jeu, c'est qu'à la fin, vous comptez vos points au bout de 6 tours. Et puis, il y a juste un petit truc dans le livret qui vous dit, bon, bah voilà, si vous avez atteint 30 points, vous êtes bon. Si vous avez atteint 10 ou 20 points, vous êtes nul. Tout simplement, en fait. Mais bon, limite, les points, on s'en fout. Tu prends vraiment du plaisir du jeu en jouant, en te disant, bah ouais, moi, je trouve que là, c'est bien, là, c'est pas bien. Et quand tu dévoiles les trucs et tu dis, ah, on a tout faux, ou alors, ouais, on a tout bon. Et t'es trop content quand t'as tout bon. Et en plus, quand t'as tout bon, tu débloques un 4e plot en plus et donc une 4e tuile, et même un truc bonus. Donc voilà, le jeu a bien marché, tout le monde a bien aimé avec qui j'ai joué, ça met une ambiance plutôt cool, on est tous ensemble, et il y a
presque un petit côté politique. Si vous jouez avec quelqu'un d'extrême droite, ça va peut-être et quelqu'un qui est de gauche, ça va peut-être créer des problèmes autour de la table. Mais voilà, c'est rigolo, ça marche bien et je le ressortirai sans problème dans mes jeux d'ambiance avec les gens. Donc, bonne pioche pour ce Link City. Je vais lui donner une lunette d'or. Décidément, là, ça envoie les lunettes d'or. Mais vous allez voir que il va pas y avoir que des lunettes d'or. C'est parti, on continue. Après avoir joué à Link City, on a joué à Django, le petit jeu magnifique. Regardez, c'est la même illustratrice que Trio et c'est le même format de boîte. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre pour vous montrer la différence. Et il y a même les cartes dessus. Alors, est-ce qu'on regrette qu'ils aient mis les cartes et que ça gâche un peu la boîte ou pour montrer aux gens qu'il y a les cartes? Ça, c'est à vous de voir. Bon, moi, ça me dérange pas. Je m'en fous, en fait, mais ça change rien. Les petits singes, c'est vrai que c'était à la base un jeu japonais Nana Toridori avec des oiseaux, qui est très joli aussi, que j'ai testé sur Board Game Arena. C'est sensiblement la même chose. Un jeu de Toshiki Haro avec plein de cartes. Et ce jeu est noté par les joueurs 7. Bon, voilà, un petit 7. Je comprends la note parce que, en vrai, les gens avec qui j'ai joué ont bien aimé parce que le jeu est très fluide. C'est très simple, vous avez des cartes dans votre main et vous n'avez pas le droit de les remettre, de les mettre dans l'ordre. D'ailleurs, tous les maniaques, quand je leur ai distribué les cartes, ils ont commencé à remettre. J'ai dit non, non, faut pas remettre, faut les laisser comme vous les avez eues. Et puis à chaque fois, sur la table, vous allez avoir des cartes. Et par exemple là, si vous avez 2-3, vous devez mettre soit 2 cartes qui sont plus fortes, par exemple 2-4, 2-5, 2-6, ou soit plus de cartes. Donc là, par exemple, il va mettre 3 cartes. Donc voilà. Et une fois que vous allez poser, c'est là que vous avez un choix stratégique à faire. C'est le seul choix quasiment du jeu. C'est soit vous ne prenez pas les cartes, donc vous vous débarrassez de ces cartes, ou soit vous les reprenez et vous les mettez où vous voulez. Par exemple, s'il reprend les 3, il pourra les mettre à côté de son 3 pour avoir 3-3. Et finalement, c'est la seule stratégie du jeu, c'est ça. Est-ce que vous les gardez pour renforcer votre main ou vous les jetez pour approcher de la victoire parce que le but, c'est de ne plus avoir de cartes. Donc, c'est le seul choix du jeu à faire et c'est pour ça que je trouve, je vais lui mettre ma note, mais je lui ai mis un 7,5 parce que le jeu est fluide, il marche bien, les gens aiment bien, mais côté stratégique, c'est très limité, hein. Vous avez juste ça à faire par rapport à un trio, où dans le trio, vous avez un côté mémoire, donc quelqu'un qui a une bonne mémoire aura peut-être plus de chances de gagner, alors que là, est-ce qu'on a vraiment une chance de gagner? Peut-être. En tout cas, il y avait une fille avec qui on a joué, elle a beaucoup gagné, donc elle avait sûrement un côté logique, je pense, à bien jouer. Peut-être que quelqu'un qui a une meilleure logique arriverait mieux à gagner, mais la stratégie est très basique. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'une stratégie. Soit vous récupérez les cartes, soit vous les récupérez pas. Vous avez quand même le côté aléatoire. Est-ce que vous allez avoir des bonnes cartes si vous piochez d'un coup, un peu comme dans Trio. Dans Trio, c'est pareil. Si tu pioches plusieurs cartes, tu as plus de chances de gagner si elles sont pareilles. Bon bah voilà. En tout cas, un bon petit jeu qui peut changer un peu d'un Trio, qui fait pas appel à la mémoire. Il marche bien, donc il est cool, c'est aussi une bonne pioche. Je vais lui mettre une lunette d'argent, parce que c'est un jeu qui marche bien. Pour moi, c'est pas une lunette d'or, j'ai mieux dans ma ludothèque à sortir en jeu. Donc, il est cool, les illustrations sont cool. Tu te fais un petit trio, tu te fais un petit Django, tu passes une bonne soirée, voilà. Maintenant, c'est pas le meilleur jeu de ma ludothèque en jeu d'ambiance, mais bon petit jeu aussi. Donc, dites-moi si vous l'avez et si vous aimez bien. Allez, c'est parti, on continue. Et ensuite, on a joué à Flip 7. Alors les gars, vous avez craqué là. Pourquoi vous nous avez fait une hype de fou sur les réseaux sociaux sur Flip 7? J'ai pas compris. Le jeu est noté 7,3. Ils disent que c'est le meilleur jeu de cartes sur leur boîte. La boîte qui brille, ouais, ok. Flip 7 Jeune, c'est un jeu de stop ou encore, comme ils le disent. C'est rigolo en gros, mais vous avez des cartes, et puis, en gros, à chaque fois, vous allez prendre une carte, et soit vous dites
ok, je continue, parce qu'il faut pas avoir 2 fois la même carte, ou soit vous dites, bon, ok, j'arrête. Et si t'arrêtes et que t'as tes points, bah tu gagnes tes points. Donc voilà, tout simplement. Si là, le gars, il dit, je pioche un 6, paf, j'ai un 6, et ben, tu perds tout. Donc, comment expliquer, comment dire, au niveau de la sensation, les gens ont plutôt bien aimé, mais tout le monde a dit, c'est pas le meilleur jeu de cartes. Il y en a qui ont aimé bof, en tout cas, notamment ceux qui n'ont pas eu de chance. J'avais un pote, à chaque fois qu'il piochait une carte, il avait une double. Franchement, il a détesté le jeu. Il a dit, bah vas-y, c'est nul, je peux rien faire. À chaque fois que je pioche, j'ai un double. Bah, il va dire, du coup, j'arrête de piocher, quoi. Donc, beaucoup d'aléatoires. Et puis, en plus, au début, faut bien mélanger son jeu parce que ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les 12, il y en a 12. Donc, il y a beaucoup de 12. Le 1, il y en a qu'un, le 2, il y en a 2, donc vous savez cette information, et c'est sur ça que vous allez jouer, vous dites, bon, s'il y a déjà un 2 qui est sorti, bon, bah, il n'y en aura plus qu'un, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des cartes aussi rigolotes, les cartes bonus, où tu peux avoir une deuxième vie, tu peux stopper quelqu'un, ou tu peux faire piocher à quelqu'un 3 cartes. Ça, c'est rigolo pour mettre un peu d'ambiance en mode Uno. Moi, je vais lui baisser sa note, parce que ok, ça a marché bien, mais il mérite peut-être pas la hype qu'il y avait derrière. Je vais lui mettre un 6,5. C'est pas non plus mon jeu préféré de mes jeux d'ambiance. Les gens ont préféré Django et Link City à Flip 7, avec qui j'ai joué en tout cas. Ils ont préféré Django et Link City. Donc si j'avais en acheté qu'un parmi ces trois, je prendrais Link City. Voilà. Après, je prendrais Django et après, je prendrais Flip 7. Mais ça, c'est selon chacun. Dites-moi si vous avez le jeu, ce que vous en avez pensé et quelle note vous lui mettriez. Ça m'intéresse de le savoir. Je vais lui mettre une lunette de bronze pour Flip 7. Ok, c'est cool, c'est rigolo, ça peut marcher. Je pense qu'avec les enfants, ça peut bien marcher. Avec les adultes, peut-être un peu moins, mais le jeu est rigolo, il y a ce système de stop ou encore, voilà. Mais bon, voilà, il n'y a pas de quoi non plus casser 3 pattes à un canard, je sais pas c'est quoi l'expression, mais... Et ensuite, on a joué à The Number, que j'avais acheté en promo, vraiment pas cher, je crois 5 €. Il était en solde, il est noté 6 par les joueurs. Alors, je comprends la stratégie derrière The Number, parce qu'en fait, dans The Number, vous allez avoir des tuiles. Comment expliquer? En gros, vous devez mettre 3 chiffres, et c'est le premier chiffre qui va vous donner des points. Donc, vous avez envie de mettre un gros chiffre. Le problème, c'est que si vous mettez un gros chiffre, vous pouvez mettre de 0 à 1000. Non, de 0 à 999. Si vous mettez un gros chiffre, vous allez être tout en haut de la manche qui va se passer. Si vous êtes tout en haut, vous allez comparer vos 3 chiffres, et si vous avez les mêmes chiffres qu'en dessous, regardez, il a mis un 8, et lui aussi, et ben, bim, vous n'aurez pas les points, c'est mort. Donc vous voyez, vous prenez un risque de gagner beaucoup de points, mais du coup, si ça passe, vous avez 9, mais si vous avez le même chiffre que quelqu'un d'autre, bam, ça passe pas. Ensuite, c'est pareil, lui, c'est le deuxième plus haut chiffre, donc il vérifie, ah, personne n'a mis de 8, personne n'a mis de 0, il a réussi à caler son 8. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque manche, lui, il a utilisé un 8, un 0 et un 0, il va cocher qu'il a mis un 8, un 0 et un 0, et à la prochaine manche, il ne pourra plus utiliser ces chiffres-là, et vous avez plusieurs manches qui peuvent vous rapporter des points, et à la fin, en plus, vous gagnez des points pour tous les chiffres que vous avez utilisés, donc il faut essayer d'utiliser le plus de chiffres possible, il faut être intelligent en regardant ce que les autres ont déjà joué comme chiffres, il faut des fois être pas trop gourmand et des fois être gourmand en fonction de ce que vous pensez, et puis voilà, vous faites ça en 2 manches, et à la fin, c'est celui qui a le plus de points, vous additionnez tous vos points. Donc en fait, le jeu part sur une bonne idée. Je me disais, ça va plutôt être cool, c'est un jeu de chiffres, et en fait, ça a été une catastrophe. Les gens, au bout de la première truc, ils m'ont dit ah non, mais vas-y, on arrête, c'est nul. Je dis attends, il y a une deuxième round. Ils me disaient oh non, vas-y, bon, on le fait pour te faire plaisir, mais les gens n'ont pas aimé, et c'était, enfin, tout le monde, personne n'a aimé, sauf moi. Je me suis dit bon, ok, c'est pas non plus si pire, quoi, c'est rigolo. Ils m'ont dit, bah, tu sais, à ce prix-là, au moins, t'as eu des feutres. Parce que dans le jeu, vous avez des feutres. Vous avez des feutres. Donc voilà, pour mon café des jeux, j'ai des nouveaux feutres. C'est déjà ça, mais bah, je pense qu'il ressortira pas le jeu. En tout cas, pas avec les gens avec qui j'ai déjà joué. Donc, je vais lui mettre une note de 4.
Et il aura pas de lunettes, malheureusement. C'est foiré pour The Number. Je regrette de l'avoir acheté, même si c'était pas cher, mais voilà, je vous le conseillerais pas. Et si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça a été une catastrophe. Et en dernier jeu, c'était Goulfi. Goulfi, ben, je sais pas, je me suis dit ça pourrait être cool, une sorte de Skyjo dans un univers de golf, parce que c'est clairement ça, c'est un Skyjo dans un univers de golf. Regardez, vous avez à peu près le même emplacement de cartes que dans un Skyjo. Et puis c'est pareil, en fait, vous piochez une carte et vous allez résoudre des trucs. Mais en fait, il y a moins de possibilités que dans Skyjo, parce que là, vous piochez juste une carte et vous faites ce qui est marqué sur la carte. Alors que dans Skyjo, vous pouvez soit piocher une carte là, soit piocher une carte de la défausse. Donc vous avez quand même un choix stratégique et vous pouvez regarder en fonction de ce que font les autres. Ici, vous n'avez pas ce choix-là, en fait. Vous êtes obligé de prendre la pioche là et donc vous faites ce qui est marqué sur la carte, en fait. Donc vous avez très peu de choix, en fait. Le seul choix que pouvez faire, c'est que vous pouvez déplacer vos cartes pour optimiser, justement, comme ils disent, mais je trouve c'est très... En fait, ils essayent de faire un Skyjo en mieux, mais ça devient un Skyjo en moins bien, au final. Donc, le jeu est quand même noté 7,3. Honnêtement, moi, je vais lui mettre une moins bonne note. Je vais lui mettre à 5. J'ai été déçu. En plus, il y a un mode solo. J'ai joué en solo et franchement, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est chiant. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, en solo, si j'ai du temps, autant jouer à un autre jeu. Un petit jeu plutôt plus cool. Je suis déçu. J'aurais bien aimé Golfi quand je l'ai acheté. En plus, j'ai acheté à prix fort, celui-là. Et je me suis dit, ça a l'air cool et tout, un Skyjo, machin. Autant jouer à Aetheria, un autre style de Skyjo, mais avec des dragons et tout. Là, le Golfi, je suis déçu de mon achat. Donc, je le recommanderais pas, je lui mets pas de lunettes. Si vous l'aimez, que vous l'aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis passé à côté et j'essaierai d'y rejouer quand même avec des gens pour voir s'il y a avec des enfants, peut-être. J'ai pas joué avec des enfants, mais peut-être que les enfants peuvent aimer. Parce que les personnages sont assez rigolos. Ils sont assez rigolos et en fonction de votre personnage, il y a certaines cartes qui vont vous donner des petits bonus. Voilà. Et puis, faut tenir votre score sur comptabiliser vos coups. Bon, ça, c'est chiant aussi. Voilà. Dommage pour Golfi. J'aurais aimé l'aimer, mais non. Voilà, les amis. Bien sûr, j'ai joué à d'autres jeux ce mois-ci. J'ai rejoué à Slay the Spire avec un pote, on a rejoué, c'était trop cool. J'ai rejoué à Dungeon Exit avec Kumquat à 2, j'ai joué à plein d'autres jeux, mais je vous parle des nouveaux jeux auxquels j'ai joué. Je vous mets tous les jeux en description si vous voulez chercher. Voilà, on se retrouve au prochain Café des Jeux. J'espère que ça vous a plu. Waouh, c'était un gros Café des Jeux, hein, là, punaise. On a eu plein de jeux super cool. J'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve aux prochaines vidéos, au prochain Café du Jeu et tout. Gros bisous tout le monde. Allez, salut, tchuss. Et je vous parlerai sûrement du festival Ludinor parce que je vais aller à Ludinor. Je vous ferai une vidéo dessus. Allez, tchuss, salut.